Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Moustapha Tossa. Merci Rachid pour cette invitation. Je tiens d'abord à te dire merci et puis à te dire aussi à quel point j'apprécie toutes tes émissions qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Ils sont d'une grande pertinence. Merci beaucoup en tout cas à vous, Moustapha Tossa, d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'ailleurs de Paris. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et que vous intervenez régulièrement sur différents médias audiovisuels, TV, et que ce soit dans le domaine, en fait, dans la sphère francophone, mais également arabophone, au niveau de différentes chaînes satellitaires. Donc c'est un visage très connu. 3 rounds thématiques avec vous pour ce ring, l'ODJ et TV Radio. Premier round, Maroc-France, où ça coince vraiment. On va revenir un petit peu sur la situation un petit peu entre Rabat et Paris, entre Paris et Rabat. Donc première thématique, Maroc-France, où ça coince vraiment. Deuxième thématique, deuxième round, quelle solution à la crise. Et troisième round, faut-il réinventer un nouveau modèle de coopération ou de partenariat entre les deux pays. Sur le premier round, Moustapha Tossa, où est-ce que ça coince vraiment entre Rabat et Paris? Alors, officiellement, ça coince sur le fait que le Maroc, par le biais de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait formulé une demande politique à l'égard de la France et d'un certain nombre de pays européens, qu'il est temps, le temps est venu, de sortir de la zone grise, de la zone de confort, qui consiste à ne pas reconnaître totalement, officiellement, la marocanité du Sahara, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et cette demande marocaine, royale, à l'égard d'un certain nombre de pays européens, notamment la France, n'a pas eu la réponse qu'il fallait, notamment... Donc pour vous, Moustapha Tossa, c'est ça qui, en fait, aujourd'hui, est le point de tension majeur entre Rabat et Paris. Il n'y a pas d'autre chose qui serait éventuellement... En tout cas, c'est le point de blocage. Parce que si demain, la diplomatie française sort de cette zone de confort et que par un billet ou par un autre, par le billet d'Emmanuel Macron ou de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, la France reconnaît officiellement la marocanité du Sahara, comme ça a été fait par les Américains, comme ça a été fait par un certain nombre de pays européens, les Allemands et les Espagnols, comme un certain nombre de pays arabes et africains. Si demain, Paris dit « je sors de cette zone grise que j'ai longtemps observée », à savoir l'option de l'autonomie est une des solutions pour ce conflit. Si Paris sort de cette position, en tout cas, il y aurait une nouvelle dynamique dans la relation franco-marocaine. J'en suis sûr. C'est-à-dire clairement pour vous, c'est le fait que Paris et que la France et qu'Emmanuel Macron, du coup, n'ait pas bougé d'un iota là-dessus, c'est ça qui a tendu et crispé les relations entre les deux pays. C'est ça qui a paralysé le dialogue politique, qui a empêché que les visites de haut niveau puissent avoir lieu entre le Maroc et la France. Et c'est ça, en fait, qui, à l'origine de l'absence de l'ambassadeur marocain à Paris, qui n'a pas été remplacé, Mohamed Ben Chaboun, qui n'a pas été remplacé, et le ministre Christophe Lecourtier, qui est là, mais sans être là. Donc, si demain, il y a la diplomatie française bouge ses lignes sur ce sujet-là, je crois que les Marocains pourraient oublier toutes les autres formes de crise de la relation franco-marocaine pour donner un nouvel esprit à une dynamique dans leurs relations. Moi, à mon sens, je suis convaincu que c'est ça le problème. Parce que d'autres personnes, vous avez vu aussi, des faiseurs d'opinion comme vous d'ailleurs, Moustapha Tossa, avance le fait qu'en fait, il y aurait eu un problème différentiel entre les deux chefs d'État et que c'est ça qui serait à l'origine du blocage, crispation et tension entre les deux pays. Je fais référence d'ailleurs, vous l'avez deviné comme moi, à Tahar Ben Jelloul, l'écrivain. Alors oui, ce qu'avait dit Tahar Ben Jelloul et ce que disent aussi d'autres sources, pour moi, ce sont les conséquences de cette mauvaise compréhension entre Paris et Rabat. À partir du moment où il y a une demande marocaine et il y a un silence français, ils ne veulent pas. Les Français, la diplomatie française veulent continuer à tenir le manche par le milieu, à essayer de gagner l'Algérie sans perdre le Maroc. Et cette position de la diplomatie française est devenue intenable. Après, il y a eu, quand il y a ce blocage, le cœur du blocage, le corps du moteur est bloqué, il y a des conséquences. Donc tout ce qui est visa, toutes les polémiques qu'il y a eu autour de la réduction des visas, par exemple, pour vous, ce n'est que la conséquence de... Ce sont des conséquences, et même la résolution du Parlement européen, même les campagnes médiatiques contre le Maroc. Moi, je les intègre dans ce bras de fer
extrêmement important et sensible que se livrent deux pays amis, intimement liés par l'histoire, par la culture, par l'économie. Et à un moment donné, un des pays, le Maroc, a demandé à un partenaire historique de sortir de la zone de confort. Et ce rééquilibrage-là, en fait, clairement, donc des relations entre les deux pays, la preuve. Vous dites Paris ne veut pas, voit de mauvais œil en tout cas cette demande de rééquilibrage des relations et d'un positionnement clair sur la feuille de route du plan d'autonomie. D'ailleurs, pour étayer la thèse que je défends, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la date d'une visite d'État d'Emmanuel Macron. Il y a eu plusieurs reports. Il y a plusieurs reports, il y a eu plusieurs discussions et maintenant il est inenvisageable. On ne peut pas envisager de dire que, par exemple, il va venir avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Marocains attendent que l'État profond français, que les institutions françaises puissent bouger sur cette question du Sahara. C'est-à-dire que clairement, vous dites tant que si Paris et si Emmanuel Macron ne bougent pas le curseur diplomatique sur la question de la proposition, en tout cas marocaine, du plan d'autonomie du Sahara et sur la question du Sahara, il ne peut pas y avoir de reconnexion, en tout cas, entre les deux pays. Ou même si reconnexion il y aura, il n'aura pas cette importance vitale à la hauteur des enjeux des relations entre les deux pays. Parce qu'en fait, tout était dit dans une phrase de Sa Majesté le roi Mohamed VI quand il dit « La question du Sahara, c'est le prisme à travers lequel nous allons examiner nos relations avec nos amis et nos alliés. On ne peut pas être des amis et avoir une relation économique très dense. Et là, je parle des projets structurants et gigantesques entre les deux pays. On ne peut pas l'avoir avec les Français, par exemple, si eux ne font pas l'effort de s'adapter aux équations nouvelles que connaissent ce conflit. Cette équation nouvelle, peut-être que nous, on la voit, elle est visible de Rabat, Moustapha Tozza, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément visible là où vous résidez, là où vous travaillez d'ailleurs, du côté de Paris. Non, vous voyez, ce changement un peu de vision, d'équilibre en tout cas dans la région, et peut-être la position qu'a pris le Maroc ces derniers temps, peut-être que du côté de Paris, on reste encore avec des verres optiques qui n'ont pas bougé. Moi, je crois qu'elle est visible et les enjeux sont très, très, très clairs pour Paris. Sauf que, et là on arrive à un point essentiel, c'est que Paris ne veut pas déplaire à Alger. Et quand on sait qu'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir à l'Élysée, il est tombé, alors certains diront victime de son tropisme algérien, mais il a fait de l'Algérie, il a fait de la réconciliation avec l'Algérie, il a fait de l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie un chantier majeur. Alors lui, croyant, tout jeune président qu'il est, croyant qu'avec le Maroc, l'amitié, c'était acquis. Elle est perdurée. Elle allait perdurer. Il y a tellement d'enjeux entre les deux pays qu'on ne peut pas envisager ni la rupture, ni une crise permanente et endémique. Par contre, il y avait beaucoup de choses à faire avec l'Algérie. D'ailleurs, il est parti en visite en Algérie, en visite d'État en Algérie. Il a reçu le chef d'état-major aussi algérien. Son gouvernement, Elisabeth Borne, avec la moitié du gouvernement, et sont partis en Algérie. On est en train de préparer éventuellement la visite d'Abdelmajid Tebboune au mois de juin, juillet en France. On dit juin, juillet, mais en tout cas, on est en train d'en parler. Mais ça, du côté de Paris, je crois savoir, et là vous êtes beaucoup mieux placé que moi, Moustapha Tozza, en disant il ne faut pas opposer le Maroc et l'Algérie. Et que du coup, ils ne comprennent pas pourquoi, nous, du côté du Maroc, on essaie de mettre en sorte en fait, d'une position qui serait opposable entre le Maroc et l'Algérie. Oui. Est-ce que c'est ça, en fait? Mais sauf que, Rachid, il faut avouer une chose essentielle, c'est que les Algériens, maintenant le régime algérien, a fait du positionnement français sur le Sahara une ligne rouge. Il y a des messages qui sont passés depuis longtemps, que si jamais Paris reconnaît la marocanité du Sahara, ça va être considéré comme une déclaration de guerre et de rupture, une déclaration de guerre diplomatique et de rupture. Est-ce que ça, vous pensez que c'est recevable du côté de Rabat? C'est-à-dire voilà, la position dans laquelle se retrouve aussi aujourd'hui et depuis quelque temps le président français, c'est que quelle que soit la décision qu'il prendra, il sera en situation de rupture, que ce soit avec Alger ou avec Rabat. Rabat a jeté la balle dans le camp de la diplomatie française. On leur a dit, c'est à vous de choisir, c'est à vous de gérer la nature des relations que vous voulez avoir avec cette région du Maghreb, l'Algérie et le Maroc. Mais on ne peut pas être éternellement otage de ce conflit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se joue, Rachid, sur cette question? Parce que là, on est arrivé à la fin d'un cycle. Il faut qu'on règle cette question du Sahara. Et toutes les conditions internationales et régionales sont réunies
pays pour régler cette question du Sahara. Au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Europe, au niveau de la Ligue arabe, au niveau même de l'Union africaine, ça bouge. Il n'y a qu'avec Paris que ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bougerait pas? Est-ce que tu es du côté de Paris, justement, parce que le mois dernier, il y a Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui était présent au Maroc pendant quelques jours, qui a été reçu d'ailleurs par le chef de gouvernement, mais en même temps que lorsqu'il l'a reçu, Ariz Arnouch l'a reçu en qualité de patron du RNI, et l'a reçu d'ailleurs au siège du RNI ici même à Rabat. Éric Ciotti s'est montré favorable, il l'a dit publiquement et officiellement, effectivement, nous soutenons, nous, Parti républicain, nous soutenons le plan d'autonomie, la feuille de route marocaine concernant le Sahara. Oui. Est-ce que là-dessus, ça peut déstabiliser le pouvoir en place en France ou pas du tout? Pour le moment, moi j'ai essayé de lire un petit peu et d'analyser un petit peu l'impact de la déclaration d'Éric Ciotti sur la diplomatie française. Il n'y en a pas eu beaucoup pour la simple raison que les Républicains, notamment les héritiers de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, ont toujours été pour la marocanité du Sahara. Ce qu'a dit Éric Ciotti n'est pas nouveau, c'est le positionnement du parti. D'ailleurs, je rappelle simplement que Nicolas Sarkozy, quand il menait la bataille des présidentielles, avait dit que si moi je suis élu président, la première des choses que je ferai, c'est de reconnaître la marocanité du Sahara. Ça, on a des partis à l'intérieur du spectre politique français qui, pour eux, la marocanité du Sahara est une évidence géostratégique à ne pas discuter. Sauf que maintenant, nous, on est avec Macron et l'Algérie. En fait, la relation avec le Maroc est empoisonnée et polluée parce que Macron prend en considération ce qui se dit et ce qui pourrait se faire en Algérie. La meilleure manière pour Emmanuel Macron de sortir de cette crise, c'est de convaincre d'abord le régime algérien qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc on peut imaginer que peut-être que le fait que le président algérien, sa venue à Paris a été repoussée à plusieurs reprises, c'est peut-être ça aussi qui pose problème. Il y a peut-être l'idée aussi d'Emmanuel Macron de dire aussi clairement au président algérien, voilà, nous, Paris, on va prendre une position vis-à-vis de la proposition marocaine d'autonomie en tout cas sur ce sujet précis. En fait, une des raisons qui expliquerait ce multiple report de la visite du président algérien à Paris, c'est que les deux pays, les deux États, ne se sont pas mis d'accord sur un agenda diplomatique de cette visite. Et parmi les demandes algériennes, ça ce n'est un secret pour personne, les Algériens, quand ils sont en face d'un pays, leur principale obsession, c'est ne pas reconnaître la marocanité du Sahara. Et ils voulaient arracher, à l'issue de cette visite, une promesse française que Paris ne reconnaîtrait pas la marocanité. Avant d'aller sur le deuxième thématique avec vous, Moustapha Tossa, est-ce que selon vous, je sais que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que c'est une situation qui pourrait durer? C'est-à-dire les tensions entre Rabat-Paris et puis Alger-Paris, donc tout ça, est-ce que ça pourrait durer? Alors Rachid, moi j'ai tendance à comparer cette crise-là entre le Maroc et la France avec la crise de 2014 et de 2015, quand il y avait François Hollande. Oui, mais la suspension de la coopération judiciaire. Alors cette crise-là, malgré tout ce côté dramatique et ce côté presque rupture qu'il y a eu, est beaucoup moins grave que ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, à l'époque de Christian Taubira, à l'époque de François Hollande, il y avait une volonté des deux pays de dépasser ces divergences et de trouver une solution. Ce qu'on constate aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en présence de deux pays qui se font la gueule, qui sont là, mais qui ne se parlent pas. Qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu? Qui ne se parlent pas. Parce que là, il y a encore le président du MEDEF qui va venir au Maroc. Oui, mais le mois dernier. L'autorité politique qui décide des positionnements diplomatiques, ils ne se parlent pas. Deuxième round, Moustapha Tossa avec vous, justement, mais quelle solution à la crise? Clairement, comment on peut sauver cette relation franco-marocaine? En fait, moi, d'abord, je voudrais dire que les gens qui misent ou qui parient sur le fait que cette crise entre la France et le Maroc est une bonne chose parce que ça permet de régler quelques comptes historiques avec la culture et la langue française, je crois qu'ils font le mauvais pari. On ne peut pas, la France est un pays dont le Maroc ne peut pas se passer par une baguette magique. C'est un allié historique. On a un échange humain et économique extrêmement important. D'ailleurs, Rachid, si tu as remarqué, malgré la crise politique majeure qui oppose les deux pays, sur le plan économique, il n'y a pas encore eu
des faits ou de conséquences suffisamment graves pour alerter. Donc, les derniers chiffres qui ont été publiés montrent que l'échange, la coopération économique entre les deux pays se porte bien et en bonne santé, et qui ne reflète pas l'ampleur la relation politique, en fait, qui est extrêmement tendue. L'ampleur de la divergence politique. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des milieux qui veulent absolument maintenir cette relation. Parce que c'est plutôt le monde des affaires des deux côtés de la Méditerranée, le MEDEF d'un côté à Paris, et puis le CGM ici. Le monde des affaires, le monde de la culture, l'intelligentsia, les diasporas. Il y a une diaspora française importante qui vit au Maroc et qui vit très bien, qui vit tout à fait, qui aime le Maroc et qui a choisi de vivre au Maroc. Il y a une diaspora marocaine qui est extrêmement importante, extrêmement dynamique en France. Donc tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, les choses peuvent se dégoupiller. Moi, je suis à la fois je suis pessimiste et optimiste. Cette situation de crise peut durer, mais elle peut, du jour au lendemain, par une décision d'Emmanuel Macron et de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, peut changer le cours des choses. La visite du président du MEDEF avec une délégation d'hommes d'affaires français au Maroc, l'annonce aussi faite par le PDG de Total, le géant pétrolier d'un investissement de 100 milliards de dirhams dans la région de Guelmim, d'ailleurs, pour la production d'électricité hybride. Donc ça, ce sont autant d'éléments. Est-ce que ça, c'est les messages qui vont dans le sens de peut-être la crise, on va dépasser cette crise-là et on va renouer les liens. En fait, quand il y a eu au sommet de la crise entre la France et le Maroc, Macron et le Maroc, il y a eu les milieux d'affaires, et d'ailleurs on l'a lu dans les journaux comme Le Figaro, qui ont essayé d'alerter Emmanuel Macron. Attention, il ne faut pas trop jouer avec le feu, avec cette relation, parce que il y a des vrais enjeux économiques et des intérêts communs. Et des intérêts vitaux pour la France et pour le Maroc. Donc ces milieux-là sont conscients, tout à fait conscients des enjeux et de l'ampleur de cette crise. Et moi, j'imagine que ce genre d'événement peut participer à envoyer des messages à Emmanuel Macron, à son gouvernement, parce que comme quoi, à un moment ou à un autre, il faut passer au autre chose. Il y en a certains qui considèrent que c'est effectivement même le patronat, le monde des affaires, n'a pas suffisamment de force et de puissance, en tout cas de pouvoir, pour faire un petit peu bouger les lignes au niveau d'Emmanuel Macron, qui serait, lui, dans son écosystème, en fait, et en disant, moi, la politique, c'est moi, vous, le business, c'est vous. Non, pas du tout. En France comme ailleurs, c'est le business, c'est l'économie qui dicte la politique. Il n'y a pas à sortir de cette règle. D'ailleurs, si Emmanuel Macron essaye d'adopter un positionnement médian, entre guillemets, entre le Maroc et l'Algérie, c'est parce qu'il y a des soucis économiques derrière aussi à l'égard de l'Algérie, parce qu'il veut aussi développer un partenariat gigantesque, stratégique avec l'Algérie, l'intégrer dans de nouvelles équations régionales. L'économie est aussi on voit que l'économie a du mal à prendre le pas sur le politique dans cette configuration. Là maintenant, en fait, ce qui serait l'idéal, c'est qu'à un moment ou à un autre, Emmanuel Macron prend conscience qu'il est le seul pays d'Europe, jusqu'à présent, qui est resté dans cette zone grise. Attendez, je ne dis pas que la France est anti-Maroc dans ce dossier. Elle a, depuis 2007, été un des avocats du plan de l'autonomie. Mais le problème, c'est la France, la diplomatie française a toujours dit que le plan de l'autonomie, c'est une des solutions. Alors que maintenant, on est arrivé à un point où il ne faut pas dire une des solutions. C'est la solution. En tout cas, il y en a certains aussi qui considèrent que Emmanuel Macron, donc c'est son deuxième mandat, quinquennat présidentiel, et que du coup, il ne sera plus président à partir de 2027, et qu'il n'est pas dans l'obligation aussi de prendre des risques ou de prendre en tout cas une position là-dessus, et qui pourrait laisser la situation perdurer. Certains vont considérer, d'employer le terme de pourrir, parce que voilà, de toute façon, il lui reste. Et puis il a d'autres aussi. Il a d'autres sujets en termes de politique interne sur lesquels il est déjà interpellé. Alors si la décision d'Emmanuel Macron ou de la diplomatie française est de laisser pourrir la situation pendant jusqu'à la fin de ce quinquennat, cette question ne peut pas être un défi majeur pour le Maroc, parce que contrairement à Emmanuel Macron, le Maroc a le temps avec lui. Qu'est-ce que c'est 3 ans, 4 ans dans la vie d'un pays ou d'un conflit? C'est rien du tout. Le Maroc aussi peut faire le choix d'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles élections, un nouveau président ou une nouvelle présidente à l'Élysée, et essayer de réécrire avec ce nouveau président la grammaire d'une nouvelle relation. Sauf que moi, je n'y crois pas. Emmanuel Macron n'est pas le genre, moi je le sens comme ça, n'est pas le genre à laisser les choses pourrir. Et moi, je m'attends à être agréablement surpris dans les semaines, les mois à venir par une démarche,
une entreprise française qui pourrait se réconcilier avec les Algériens et satisfaire les demandes marocaines. C'est possible. Pour vous, c'est possible. C'est possible, oui. Et en tout cas, la solution, elle s'appelle Macron. Oui. D'accord. La solution s'appellerait Macron et s'appellerait l'intelligence d'une situation. Parce que contrairement à ce qu'on peut dire, oui, il est jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience avant d'arriver au gouvernement, mais c'est un homme qui a montré qu'il était capable d'avoir de bonnes réactions, de bonnes attitudes, et il est capable de provoquer l'histoire. Ça veut dire, est-ce que pour vous, Moustapha Tossa, il est capable de surprendre? Oui, moi je crois qu'elle est capable de surprendre positivement, surprendre positivement et de satisfaire les demandes marocaines. Avant de passer au troisième round avec vous, Moustapha Tossa, vous qui êtes justement, vous vivez à Paris, vous êtes journaliste à Paris, donc vous côtoyez aussi l'écosystème médiatique parisien. Et là-dessus, c'est quoi un peu la température? Parce qu'on dit des fois, il y a quelques articles dans le Figaro, dans Le Point et autres, mais on ne sait pas trop si c'est le porte-voix un peu le Figaro du Quai d'Orsay qui fait passer des petits messages. Mais grosso modo, cet écosystème médiatique parisien, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il dit de cette situation? En fait, l'écosystème médiatique parisien est à l'image aussi de la diplomatie. Il ne fait que refléter un petit peu les aigreurs, les déceptions, les espoirs des uns et des autres. Et quand il y a une crise, forcément, il y a les facteurs qui vont avec, les articles qui vont avec. D'ailleurs, le Maroc, enfin, la crise avec le Maroc n'était pas qu'avec Paris, il y avait aussi avec le Parlement européen. Oui, et les Français avaient joué un rôle important dans l'élaboration de cette attaque. Le cas de la résolution? Oui. Donc oui, ça faisait partie d'un ping-pong politique entre les deux pays. Mais moi, je crois, et d'ailleurs, une des raisons aussi, il ne faut pas que les Marocains soient complexés avec les critiques venant de Paris ou il faut les accepter, il faut les gérer. Ce n'est pas un Parlement européen peut dire ce qu'il veut, peut écrire ce qu'il veut. Surtout que la résolution n'était pas du tout contraignante, en tout cas, et n'est pas du tout contraignante pour le Maroc. Donc ne pas en faire un drame et ne pas rester les mains liées et ligoter parce qu'il faut savoir dépasser ça et savoir élaborer la contre-offensive avec le sourire, avec de l'intelligence et pas forcément avec des complexes de pays de tiers-monde, de pays en dessous des standards européens. Donc clairement être à la hauteur des événements en matière de communication et de prise de parole et de position. Troisième round, Moustapha Tossa avec vous. Du coup, faut-il réinventer un nouveau modèle de partenariat, de coopération entre les deux pays, clairement aujourd'hui, quelle que soit l'issue, j'ai envie de dire, de cette crise? Est-ce qu'il faudra nécessairement de toute façon mettre tout à plat? Ce qu'a un peu esquissé d'ailleurs Nasser Bourita en décembre dernier, lorsqu'il a reçu la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Oui, alors de toute façon, comme je l'ai dit au début de cette émission, le point essentiel, le tournant qui pourrait dynamiser la relation entre la France et le Maroc, c'est le changement de position de Paris à l'égard du Sahara. Une fois ce changement acquis et validé, le partenariat France-Maroc s'emporterait très bien. D'autant plus que le partenariat... Mais est-ce qu'il ne sera plus comme avant? Il y en a qui considèrent que quoi qu'il en soit, il va y avoir un rééquilibrage et que ça ne sera plus comme hier. Le Maroc d'il y a 30 ans n'est pas... Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'entreprises conquérantes, notamment sur l'Afrique. On parle des banques, on parle de transport aérien, on parle des assurances. Le Maroc a développé un réseau de relations extrêmement dense dans un certain nombre de pays africains, au point d'envisager des projets gigantesques de production d'énergie. Donc forcément, le partenariat entre la France et le Maroc devrait en bénéficier et devrait être adapté à cette nouvelle donne. D'ailleurs, M. Bourita aussi avait dit une chose très importante, c'est quand il a essayé de rassurer les Français, rassurer Catherine Colonna en lui disant « Ne croyez pas que les partenariats stratégiques que nous signons avec d'autres pays, et là l'allusion est faite aux États-Unis, en Israël et avec à la Chine également. Ne croyez pas que c'est au détriment du partenariat traditionnel et stratégique avec la France. Nasser Bourita envoyé un message à Paris en disant on a beau élargir notre spectre de partenariat, ce n'est pas pour autant que notre relation avec la France va bouger. Bien au contraire. Le partenariat stratégique avec la France pourrait bénéficier de ces partenariats et les deux pays pourraient s'enrichir et renforcer leurs relations. Donc ce n'est pas un handicap, c'est beaucoup plus un atout. Un atout, un handicap en tout cas. Est-ce que ce qui pourrait pourrir, entre guillemets, ou polluer plutôt, la situation dans les prochaines semaines, en tout cas, qui ne devrait pas arranger peut-être les choses, c'est ce grand projet qui va être voté, en fait, soumis, je crois, au mois de juin en Conseil des ministres et cet automne au
au Parlement, à l'Assemblée nationale à Paris, sur l'immigration. La fraude sociale. La fraude sociale et l'immigration, et que là, du coup, effectivement, avec les pays du Maghreb, c'est-à-dire nous, l'Algérie, et puis quelque part aussi, peut-être dans un degré moindre, mais également la Tunisie, voilà, ça tombe bien ou mal, parce que là, il risque d'y avoir aussi de nouvelles formes de crispation avec ces personnes en situation irrégulière en France qui pourraient être expulsées dans les pays d'origine. Alors moi, comme je vis là-bas, je pourrais voir les choses de l'intérieur. Quand il y a eu ces histoires de visa, Emmanuel Macron était dans une course présidentielle de compétition féroce avec Éric Zemmour, le porte-voix de Marine Le Pen, Front National. De la xénophobie en France, et Marine Le Pen. Et il fallait à ce gouvernement de prendre une décision qualifiée de souveraine pour essayer d'attirer, de tirer le tapis sous Le Pen et Zemmour. Ça, c'était l'histoire du visa et c'était la logique qui était derrière. Maintenant, avec ce qu'on appelle la fraude sociale, évidemment, alors la fraude sociale, je ne sais pas si les Marocains doivent la prendre exclusivement pour eux, comme une attaque pour eux, mais ils luttent contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Ce sont des politiques prises par un gouvernement qui ne sont pas forcément des actes. Mais ça peut être aussi, donc du coup, un enjeu si effectivement la situation s'apaise, il va falloir aussi qu'il y ait un vrai partenariat, en tout cas entre les pays du Maghreb et la France, et le Maroc et Paris là-dessus, sur les OQTF. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de fraude sociale, il ne faut pas viser uniquement le Maroc, parce que ça vise aussi l'Algérie, et ça vise aussi la Tunisie, ça vise aussi les autres pays. Donc pourquoi devrions-nous, Marocains, les prendre comme une attaque personnelle contre nous, même si ça nous concerne beaucoup de nos retraités et beaucoup de nos concitoyens. Donc c'est une politique qui est faite, qui a été choisie par Bruno Le Maire, par Gabriel Attal, par Emmanuel Macron, pour essayer de faire des économies, pour essayer de faire la chasse au gaspillage. Il y a beaucoup de faux retraités, il y a beaucoup de faux comptes sécurité sociale. Est-ce qu'on peut imaginer, Moustapha Tossa, que ce projet de loi présenté en Conseil des ministres en juin en France, loi immigration, et au vote à l'Assemblée nationale en septembre-octobre, si les relations entre Paris et Rabat restent telles qu'elles sont aujourd'hui, ça risque d'être compliqué, me semble-t-il. Oui, si les relations restent tendues, ça risque d'être pris comme une attaque, une nouvelle attaque. Sauf qu'il ne faut pas la prendre comme une nouvelle attaque, il faut la prendre parce qu'elle touche l'ensemble des populations du Maghreb, et puis ça fait partie des décisions souveraines d'un pays pour lutter contre la fraude sociale, pour lutter contre les fausses cartes de sécurité sociale, parce qu'ils sont aussi, la France aussi, sous la pression de faire des économies. Il y a une crise économique mondiale et eux, ils sont dans l'obligation de prendre ces décisions, d'autant plus que l'opinion française, qui est en train d'exprimer beaucoup de sympathie pour Marine Le Pen, si on continue à ne rien faire sur un certain nombre de secteurs, c'est la porte ouverte, c'est l'autoroute ouverte pour Marine Le Pen à l'Élysée en 2027. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, qui a laissé sous-entendre d'ailleurs qu'elle était favorable, en tout cas, à cette feuille de route marocaine sur le plan d'autonomie, qu'elle était de discours beaucoup plus, en tout cas, assez positif vis-à-vis de Rabat. Oui. Est-ce que c'est de la tactique politique ou Non, ça c'est traditionnel. La droite, l'extrême droite, une partie de la gauche du gouvernement, ce sont des milieux traditionnellement pour qu'il y ait une relation importante avec le Maroc. Et donc, qui dit importante et stratégique, ça veut dire qu'il y ait une intelligence dans la situation, ça veut dire reconnaître la marocanité du Sahara. Ça c'est une réalité. Maintenant, comme je l'ai dit, la décision est entre les mains de Macron, qui se trouve coincé entre Alger et Rabat. Comment gérer ce puzzle politique régional? Ça, c'est ce qu'on va voir une fois Tebboune en Algérie, par exemple. En tout cas, pour vous, et juste pour conclure, Moustapha Tossa, c'est donc la solution, l'origine en fait, du problème ou de la co-responsabilité, et la co-responsabilité en matière de solution, c'est Emmanuel Macron. Oui. Voilà, et c'est le dossier du Sahara. L'histoire de Pegasus, l'histoire de Code Téléphone, l'histoire de la mauvaise humeur, l'histoire de l'ambassadeur, tout ça, ce sont des conséquences d'un refus français jusqu'à présent de bouger les lignes de sa diplomatie sur le dossier du Sahara. Si demain Emmanuel Macron prend la décision de faire bouger les lignes, tout redeviendra normal. Tout redeviendra extrêmement intéressant pour les deux pays. Parce que le Maroc est arrivé à un point où, pour lui, la France est un acteur majeur de l'Europe et de l'Afrique, et il faut que la France adopte reconnaisse la marocanité du Sahara, ou alors qu'ils le disent clairement. Nous ne reconnaissons pas la marocanité du Sahara. En tout cas, vous dites qu'il faudra que Paris prenne une position tranchée là-dessus. Voilà, clarification. Et jusqu'à présent, la diplomatie française ne veut pas
sous la pression des demandes marocaines, ne veut pas faire ce pas. Peut-être elle le ferait dans les semaines ou les mois à venir. Donc l'occasion de refaire un débat avec vous, Moustapha Tossa. Avec plaisir. C'est un plaisir en tout cas. Merci infiniment à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle, journaliste, analyste politique, et que voilà, vous qui avez un visage très connu du pôle audiovisuel monde, hein, parce que vous intervenez à la fois dans le Moyen-Orient, les chaînes satellitaires, et à la fois dans les chaînes francophones. Merci. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Merci.